Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'opposition gabonaise unie avant la tenue des élections générales de 2023. Certaines formations politiques ont décidé de s'allier en créant une nouvelle coalition. Il s'agit du congrès des partis politiques de l'opposition républicaine et patriotique. Les échanges commerciaux sont en hausse entre l'Afrique et la Chine. Ils ont atteint 254 milliards de dollars en 2021. C'est 35% de plus qu'en 2020. Et puis le bilan humain de la tempête tropicale Ana s'alourdit en Afrique. Au moins 70 personnes sont décédées à Madagascar, au Malawi et au Mozambique. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, nouveau rebondissement autour du différend opposant le Danemark au Mali. Le gouvernement danois a annoncé ce 27 janvier le retrait de sa centaine de soldats du territoire malien. Un contingent déployé à Ménaka pour rejoindre la force Takuba. Le ministre des Affaires étrangères, GP Kofod, a indiqué, je cite, que les généraux au pouvoir ont envoyé un message clair où ils ont réaffirmé que le Danemark n'était pas le bienvenu au Mali. Nous ne l'acceptons pas et pour cette raison, nous avons décidé de rapatrier nos soldats. Au Gabon, l'opposition se prépare en vue des élections générales de 2023. Certaines formations ont ainsi décidé de s'unir en créant le congrès des partis politiques de l'opposition républicaine et patriotique, une coalition qui regroupe notamment l'Association pour le socialisme au Gabon ou encore le Front d'égalité républicaine, un sujet de Samantha Sabirou-Saboumanga. En vue des élections présidentielles de 2023 au Gabon, plusieurs partis de l'opposition ont annoncé la création d'une nouvelle coalition dénommée le Congrès des partis politiques de l'opposition républicaine et patriotique COR. L'annonce a été faite le 20 janvier 2022 par Bonaventure Zigou Manfumbi, le président et porte-parole de la nouvelle coalition. Il faut dire que le Gabon, a déjà l'habitude, comme en 2016, de former une coalition pour pouvoir affronter la majorité républicaine. Mais je pense que les partis de l'opposition gabonaise qui forment cette coalition sont des partis qui ne sont pas véritablement très connus, qui ne font pas véritablement le poids. Les partis qui ont décidé de s'unir afin de peser face à la majorité lors des élections générales de 2023 sont l'Association pour le socialisme au Gabon, APGS, du Front d'égalité républicaine, FAIRE, de la Cause commune pour le développement du Gabon, CCDG, du Parti socialiste unifié, PSU, du Mouvement démocratique pour la justice sociale, MDJS, du Forum africain pour la reconstitution, FAR, et du Front démocratique et culturel, FDC. C'est souvent des stratégies pour certains membres de l'opposition pour pouvoir être appelés à la mangeoire de la majorité. Certains font du grand bruit parce que lorsqu'on regarde dans le quota de cette coalition, malheureusement, il n'y a pas de grand nom. Pour l'heure, la nouvelle coalition ne compte pas les grands partis de l'opposition gabonaise. Dans ce sens, certains s'interrogent sur le poids de cette union, tout en se demandant si lors des élections générales de 2023, la coalition aura son candidat. Dans l'actualité également, du changement au sein de l'équipe dirigeante en Guinée-Bissau. Le président Umaro Sissoko Embalo a effectué un remaniement gouvernemental. Ce remaniement, survenu ce 26 janvier, a pour but, je cite, d'apporter un nouvel élan et plus d'efficacité dans les projets du gouvernement, selon le décret présidentiel. Dans les détails, 7 membres ont été nommés, dont 4 nouveaux. Notons que l'équipe dirigeante est composée au total de 32 membres. Qui succédera au Premier ministre libyen par intérim Abdelhamid Dbeibah? Alors que la question demeure, la Chambre des représentants a listé ce 25 janvier une série de conditions pour tous les candidats qui souhaitent accéder à ce poste. À titre d'exemple, le chef du prochain gouvernement ne devra pas avoir de double nationalité. Mildred Diamou. Le Parlement libyen a agi en faveur du remplacement du chef du gouvernement actuel, Abdelhamid Dbeibah, alors qu'il estime que le mandat de ce dernier a expiré le 24 décembre 2021, initialement prévu pour les élections dans le pays. Lors d'une séance tenue le 25 janvier 2022 à Tobrouk,
La Chambre des représentants a fixé les critères de candidature au poste de Premier ministre intérimaire. Toutefois, le Parlement libyen n'a pas publié une date pour la nomination d'un nouveau chef de gouvernement. Le Parlement libyen propose la formation d'un nouveau gouvernement intérimaire en espérant réunir pendant la période de transition les conditions d'une élection réellement démocratique qui permettrait de sortir de la crise dans laquelle se débat la Libye depuis l'intervention française qui a démantelé l'État libyen. Et cela dépend des fluctuations du rapport de force entre les acteurs régionaux et les acteurs des grandes puissances, notamment la Russie, la France et la Turquie. Et la visite du président algérien prévue en Égypte va dans le sens de la modification de ce rapport de force. Le chef du prochain gouvernement libyen ne doit pas posséder une double nationalité ni avoir une conjointe de nationalité étrangère. Il devra démissionner de son poste actuel et signer un engagement de ne pas se présenter aux prochaines élections. Le nouveau Premier ministre et ses parents doivent être libyens et musulmans. Il doit être âgé de 35 ans et plus et ne pas avoir de passé judiciaire, selon un communiqué du Parlement. Et s'il y a une volonté de retour à la paix, ses principaux acteurs, les acteurs libyens, pourront prendre le relais et assurer le retour à la démocratie. La démarche du Parlement libyen ne fait pas l'unanimité. Certaines parties appellent au maintien de l'actuel gouvernement et exigent plutôt un calendrier électoral dans de brefs délais. Notons qu'en septembre 2021, le Parlement libyen avait retiré sa confiance au gouvernement d'unité nationale en le considérant comme un gouvernement intérimaire. 254 milliards de dollars, c'est le volume total des échanges commerciaux entre l'Afrique et la Chine. Ces chiffres en hausse par rapport à 2020 devraient une nouvelle fois conforter la position de la Chine en tant que premier partenaire économique du continent. Plus de précisions avec Philomène Tine. Les échanges commerciaux entre l'Afrique et la Chine ont connu une augmentation de 35% en 2021 et se sont situés à 254 milliards de dollars. Le dynamisme de la coopération commerciale sino-africaine en 2021 résulte du rebond économique dû à la très forte hausse des prix des matières premières, sans pour autant négliger les importantes ventes chinoises d'articles médicaux vers l'Afrique. La Chine sait comment on se développe rapidement et à mon sens, je crois que c'est l'un des partenaires sur lesquels les Africains peuvent se greffer. Là, ça fait 80%, c'est un très bon partenariat. Et les 20% restants pour parfaire ce partenariat relèvent des bénéficiaires de ce partenariat, ou à tout le moins des Africains eux-mêmes qui contractent avec la Chine. Pour 2021, l'Afrique du Sud a été le premier partenaire du pays asiatique avec des échanges d'une valeur de 54 milliards de dollars, suivi par le Nigeria avec 26 milliards de dollars, de l'Angola avec 23 milliards de dollars et de l'Égypte avec 19 milliards de dollars. Un partenaire comme la Chine, une fois qu'elle arrive dans votre pays, elle n'est pas portée à regarder vos problèmes internes. Elle se limite à faire ce pourquoi vous avez contracté. La Chine vous met des financements à disposition et se rend compte à un moment que vous êtes en difficulté. La Chine est disposée à vous accorder des rallonges pour que vous puissiez vous en sortir. La Chine a constaté également nos multiples faiblesses en matière de conduite de projet et c'est la raison pour laquelle lorsque la Chine arrive ici chez nous en Afrique, elle a tendance à nous imposer des projets clés en main. Les commerciaux s'attendent à une diversification plus importante dans le cadre des échanges entre le continent et la Chine en 2022. Ils misent sur les produits agricoles qui pourraient permettre aux exportations africaines vers la Chine d'enregistrer des résultats substantiels. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour la Mauritanie. Le pays se voit allégé d'une dette de 25,3 millions de dollars. Une exonération qui résulte d'un accord conclu avec la Chine le 25 janvier dernier. Avec cet allègement, la Mauritanie prévoit de mettre en œuvre des projets structurants destinés à accompagner les plus vulnérables. Les détails avec Joël Ballot. Comme dans plusieurs pays d'Afrique, l'économie de la Mauritanie est durement affectée par la pandémie de coronavirus. En décembre 2020, le niveau d'endettement du pays est de l'ordre de 5 milliards de dollars. Pour accompagner la Mauritanie dans son relèvement économique, une dette de 25,3 millions de dollars vient d'être annulée par la Chine au cours de la signature d'un accord en vue de contribuer à l'accroissement des ressources. Le fait que la Chine annule une dette importante de
que la Mauritanie avait vis-à-vis d'elle est un signe pour le renforcement des relations bilatérales entre ces deux États. Tout ce renforcement se concrétise dans beaucoup de domaines, dans les infrastructures, dans la pêche, pour la construction d'infrastructures maritimes comme le port vers Ndiago, comme l'exploitation minière. Selon la Banque mondiale, cet allègement de la dette mauritanienne devrait stabiliser la politique financière du pays, ce qui contribuerait à soutenir les familles les plus pauvres. Surtout qu'avec une population estimée à 5 millions d'habitants, 31% vit en dessous du seuil de pauvreté. La Mauritanie, c'est l'un des premiers pays à exporter, par exemple, le minerai de fer vers la Chine. Parce que la production mauritanienne qui se chiffre entre 12 et 13 millions de tonnes, la plus grosse partie est exportée en Chine. Mamoudou Kane, ministre mauritanien des Affaires économiques, a précisé qu'une précédente exonération de 8,26 millions de dollars avait été décidée en octobre 2021. Cependant, aucune donnée n'est disponible sur le montant de la dette chinoise due par la Mauritanie. Des maisons endommagées, des champs submergés. La tempête Anna continue de faire des ravages en Afrique. Le bilan s'est alourdi à 70 morts à Madagascar, au Mozambique et au Malawi. Le Malawi qui a d'ailleurs décrété l'état de catastrophe naturelle. Zara Mohamed Moutiou. Le bilan ne cesse de s'alourdir. La tempête tropicale Anna qui a frappé Madagascar, le Mozambique et le Malawi a fait 70 morts. Sur place, les autorités gouvernementales et les services de secours des trois pays sont toujours mobilisés afin d'évaluer l'ampleur de la catastrophe. Une tempête dévastatrice comme ici au Malawi. Au début, nous avons subi une forte tempête qui a emporté le toit. 4 maisons autour d'ici ont été détruites. Et ce cyclone a causé beaucoup de dégâts. Tous mes biens ont été détruits. Des dégâts considérables causés par les pluies diluviennes qui ont commencé la semaine dernière sur la côte qui borde l'océan Indien et dans le canal du Mozambique. Des populations entières ont tout perdu. Des milliers de maisons endommagées se sont effondrées sous le poids des litres d'eau. Le désastre est tel qu'au Malawi, le gouvernement a décidé de déclarer l'état de catastrophe naturelle. Catherine Kaliza redoute à présent un drame humanitaire. C'est la pire des destructions. Les pluies ont été abondantes, beaucoup de maisons ont été détruites, ainsi que des récoltes. Cela conduira à la faim. Au Malawi, la distribution de nourriture reprend progressivement depuis quelques jours. Mais peu de solutions concrètes en revanche concernant les nombreuses structures électriques détruites par la tempête, privant de courant la majeure partie du pays. L'actualité sportive à présent avec un point sur les équipes qualifiées pour les quarts de finale. Le Cameroun et la Gambie ouvriront le bal ce 29 janvier à 17h heure locale au stade de Japoma à Douala, suivi du face-à-face Burkina Faso-Tunisie à Garoua. Viendra ensuite la rencontre Égypte-Maroc le 30 janvier au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. La journée se clôturera ensuite dans la même enseigne avec le match Sénégal-Guinée équatoriale à 20h heure locale. Et ces quarts de finale se dérouleront malheureusement sans la participation de la Côte d'Ivoire. Les éléphants ont été éliminés face aux Égyptiens au tir au but. La déception est donc entière pour les supporters des éléphants qui malgré tout estiment que leur équipe s'est bien défendue. Écoutons-les. On n'a pas démérité. Il fallait dire aux Ivoiriens de ne pas se décourager. C'est la réalité du football. Ils se sont battus. On avait en face une équipe très technique, une équipe qu'on connaît bien, l'Égypte. On sait tous que l'Égypte, c'est pas une petite équipe. On n'a jamais gagné même l'Égypte. Les éliminatoires, on a une fois gagné l'Égypte, en Égypte même. Bon, en Cannes, on ne les a jamais battus à la Cannes. Je pense que c'est un sentiment de tristesse, pas forcément de découragement, parce que nos garçons étaient très appliqués, très concentrés sur le sujet. Mais nous tous nous le savons, c'est un jeu. Le football est une science inexacte. On s'est procuré pas mal d'occasions. On a su contenir les actions égyptiennes. On n'a pas pris de but. Et les tirs au but, comme on le dit, c'est de la loterie. Malheureusement, le destin et le sort a tourné en faveur de l'Égypte. Et il s'est qualifié. Je pense bien qu'à partir de cette CAN, l'Égypte saura qu'aujourd'hui, les éléphants ne sont plus les éléphants qu'ils pensaient. Parce que vraiment,
ils n'ont pas piqué. Félicitations à nos éléphants. Il faut avouer que les Ivoiriens, les éléphants sont bien battus. Ils ont tenu le match. Mais comme on le dit, chacun a son destin. Cette fois-ci, ce n'est pas pour nous. Mais on a foi. On dit que nous sommes les supporters, on ne laisse jamais tomber. Donc on est là, on les soutient. C'est notre pays après tout. On n'a pas de pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.